Elle s'était enfuie vers une ville où personne ne connaissait son nom, jurant de ne plus jamais poser les yeux sur un homme. Pourtant, il y en avait un qui apparaissait chaque jour devant le portail de l'école, attendant simplement, sans rien dire, sans rien exiger, juste là, comme s'il avait tout le temps du monde devant lui. Pouvez-vous imaginer avoir si peur de faire confiance que même la gentillesse ressemble à un piège? Que le simple geste d'un homme qui vous tient la porte vous fasse trembler intérieurement. Mais cette histoire s'est déroulée au cœur de la Provence, en avril 1923, dans un petit village nommé Saint-Vincent-des-Champs, là où une institutrice est arrivée en portant des secrets qui faisaient plus mal que n'importe quelle blessure visible. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Écrivez votre ville et votre pays. Je veux savoir s'il y a des gens de toute la francophonie qui suivent ces contes d'autrefois. Et si vous aimez les histoires de résilience et d'amour véritable, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine, il y a une nouvelle histoire ici. Maintenant, venez avec moi, car ce récit va toucher votre cœur. Fernande Morel avait 28 ans lorsqu'elle descendit du train à la petite gare de Saint-Vincent-des-Champs, ne portant que 2 valises en cuir usé et un poids invisible sur les épaules qui semblait bien plus lourd que n'importe quel bagage. C'était un après-midi d'avril et le ciel était de ce bleu profond du printemps provençal, avec un soleil encore chaud, mais un mistral qui promettait déjà des nuits fraîches. Elle portait une robe grise discrète, ses cheveux châtains tirés en un chignon strict, et elle possédait ce genre de beauté qui ne parvient pas à se cacher même quand elle essaie. Des yeux verts qui furent autrefois pétillants, mais qui semblaient maintenant gardés derrière une vitre épaisse. Une jolie bouche qui avait oublié comment sourire. La gare était minuscule, juste un quai de pierre et un petit bâtiment au guichet où un vieil homme somnolait. Fernande regarda autour d'elle, le cœur serré. Tout ici sentait le nouveau départ. L'odeur de la terre ocre, des caisses de vin prêtes à être expédiées, de la fumée de bois s'échappant des maisons voisines. Les bruits des charrettes passant sur le chemin de terre, des poules qui picoraient, des voix lointaines. Elle prit une profonde inspiration. Personne ici ne la connaissait. Personne ici ne savait. Cela devait suffire. Elle saisit ses valises, rejeta mentalement l'idée de demander de l'aide à qui que ce soit et commença à marcher en suivant les instructions qu'elle avait notées sur un bout de papier. La pension de Madame Colette se trouvait à 3 rues de la gare. Rue principale, maison au portail vert. Fernande compta les rues, trouva le portail et frappa avec les jointures de ses doigts sur le bois écaillé. La femme qui ouvrit était ronde, au visage bienveillant marqué par le temps. Elle devait avoir une 60aine d'années. Elle portait un tablier sur sa robe sombre et avait de la farine sur les mains. « Madame Colette », présuma Fernande. La femme la regarda de haut en bas, non pas avec jugement, mais avec cette évaluation rapide que font les femmes d'expérience. Puis elle sourit. « Vous devez être la nouvelle institutrice », dit Madame Colette, en s'essuyant les mains sur son tablier. « Allez, entrez, votre chambre est déjà prête. » Fernande remercia d'une voix basse et entra. La pension sentait le pain frais et le café fort. Une odeur de foyer qu'elle n'avait pas sentie depuis si longtemps que cela en devenait presque douloureux. Madame Colette prit l'une des valises, malgré la protestation silencieuse, dans les yeux de Fernande, et monta l'escalier en bois qui craquait à chaque marche. La chambre était simple, mais propre. Un lit en fer forgé avec une courte pointe blanche, une commode, une chaise, une fenêtre donnant sur le jardin arrière où des poules grattèrent la terre entre les oliviers. Fernande posa sa valise sur le lit et permit enfin à ses épaules de se détendre, juste un peu. Madame Colette resta sur le pas de la porte à l'observer. « Vous venez de loin » commenta-t-elle sans poser de questions. Fernande acquiesça simplement. « Vous êtes venu seul » poursuivit la dame, et cette fois il y avait une question implicite. Fernande tourna le visage vers la fenêtre et répondit que oui, seule, et qu'elle comptait bien le rester. Madame Colette fit un bruit compréhensif dans sa gorge, de ceux qui signifient « je comprends », sans avoir besoin d'explication, et dit que le dîner serait à 18 heures, qu'elle descende quand elle le voudrait.
Quand la porte se referma, Fernande s'assit au bord du lit et laissa ses mains trembler. Elle avait réussi. Elle était loin. Loin de Lyon, loin de la maison bourgeoise où elle avait travaillé et été harcelée jusqu'à n'en plus pouvoir, loin de sa ville natale, où tous la regardaient avec pitié ou jugement après le scandale, loin d'Auguste. Le nom de cet homme brûlait encore comme une braise dans sa gorge rien qu'à y penser. Auguste Ferrand. L'homme qu'elle avait aimé, avec qui elle avait planifié mariage, avenir, enfant. L'homme qui l'avait trompé avec sa meilleure amie, Juliette, 3 semaines avant les noces. Mais ce n'était pas tout. La trahison, elle l'aurait peut-être avalée et aurait fini par avancer. Le pire fut ce qui vint après. Auguste n'avait pas seulement rompu les fiançailles, il avait répandu des mensonges. Il avait dit à toute la ville que Fernande était la coupable, qu'elle l'avait trompée la première, qu'elle s'était compromise avec d'autres hommes, qu'elle était malhonnête, calculatrice. Pourquoi ? Parce que sa famille avait des dettes que le mariage avec la fille d'un commerçant prospère aurait résolues, et quand le père de Fernande découvrit la trahison et annula l'accord, Auguste dut détruire la réputation d'elle pour sauver la sienne, et il avait réussi. En 6 mois, Fernande était passée de jeune fille respectable à celle qu'aucune famille ne voulait approcher. Elle perdit ses amis, elle perdit les invitations, elle perdit le sentiment de sécurité dans les rues. Les hommes commencèrent à lui faire des propositions indécentes parce que si elle était ce qu'Auguste disait, alors elle était disponible, n'est-ce pas? Alors elle pouvait être abordée sans respect, sans cérémonie. Le pire fut le directeur de l'école où elle enseignait. Monsieur Dimon, homme marié, père de 5 enfants, commença à apparaître dans la classe après le départ des élèves. Cela commença par des compliments, puis des mains sur l'épaule, puis il essaya de la coincer contre le bureau. Fernande démissionna le lendemain, mais l'épouse de l'homme répandit la rumeur qu'elle avait tenté de séduire son mari. Une couche de boue supplémentaire sur son nom. Ce fut alors que tante Éléonore, la seule parente qui croyait en elle, lui suggéra de postuler pour le poste d'institutrice à Saint-Vincent-des-Champs. Un petit endroit, dans l'arrière-pays provençal, loin de tout et de tous. La tante écrivit une lettre de recommandation chaleureuse au maire, un vieil ami de la famille. Fernande fut acceptée sans même avoir besoin d'entretien, et elle vint, elle fuit en vérité. Mais appeler cela une fuite ressemblait à de la faiblesse, alors elle préférait penser qu'elle recommençait à zéro. Sauf qu'il y avait un problème. Fernande ne parvenait plus à faire confiance à aucun homme. N'importe quelle voix masculine la faisait se raidir. N'importe quelle approche déclenchait des alarmes dans sa poitrine. Elle savait qu'il était irrationnel d'étendre à tous ce que certains avaient fait, mais son corps n'obéissait pas à la logique. La peur était gravée trop profondément. Le lendemain matin, un lundi au ciel limpide et à l'air frais, Fernande enfila une autre robe discrète, bleu marine cette fois, attacha ses cheveux avec encore plus de rigidité et marcha jusqu'à l'école. Elle se trouvait à la sortie du bourg, un bâtiment simple en pierres apparentes et toit de tuiles, entouré de platanes frondaisons. Il y avait 2 grandes salles, un tableau noir, des pupitres en bois usés par le temps et des générations d'élèves. La directrice, Madame Marguerite, une dame maigre aux lunettes rondes, la reçut avec enthousiasme. Elle parla vite des élèves, du programme, des horaires. Fernande écoutait attentivement, prenant des notes mentales, mais une partie d'elle restait toujours en alerte, vérifiant les portes, les sorties, qui d'autres se trouvaient dans le bâtiment. Les cours commencèrent le mardi. Fernande avait 23 élèves d'âge variés, de 7 à 14 ans, garçons et filles de familles de vignerons, d'artisans et d'ouvriers agricoles. Ils la regardèrent avec cette curiosité typique des enfants face à la nouveauté. L'institutrice précédente avait 60 ans et avait pris sa retraite. Fernande était jeune, belle, différente. Elle enseigna avec compétence. Français, calcul, histoire, géographie. Elle écrivait au tableau d'une main ferme, expliquait avec patience, mais gardait ses distances. Elle ne souriait pas beaucoup, ne faisait pas de plaisanteries. Elle était gentille, mais ferme, présente, mais lointaine.
Les enfants la respectaient, mais ne parvenaient pas à s'approcher vraiment. Le jeudi, alors que Fernande sortait de l'école en fin d'après-midi, elle vit pour la première fois l'homme qui allait tout changer. Il était de l'autre côté de la rue, adossé à une charrette tirée par 2 chevaux bais. Grand, il devait avoir plus de 40 ans, les épaules larges, un chapeau de paysan, des vêtements de qualité mais sans ostentation. Il la regardait. Il la regardait simplement. Il ne souriait pas, ne fit aucun signe, aucun mouvement pour traverser la rue. Il l'observait juste avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Fernande sentit son cœur s'emballer, non par intérêt mais par peur. Elle détourna les yeux rapidement, serra son sac contre son corps et commença à marcher plus vite en direction de la pension. Elle ne regarda pas en arrière, elle ne voulait pas savoir s'il continuait à regarder. Elle ne voulait rien savoir. Quand elle arriva à la pension, Madame Colette était à la cuisine en train de préparer le souper. Fernande alla directement vers sa chambre, mais la voix de la dame la rattrapa avant qu'elle n'ait complètement monté l'escalier. « Comment s'est passée la journée, ma fille ?» Fernande s'arrêta, respira un grand coup et répondit que c'était bien, que les enfants étaient polis. Madame Colette émit un son d'approbation et commenta que tout le village disait du bien de la nouvelle institutrice, disant qu'elle était studieuse et sérieuse. Sérieuse. Fernande faillit rire de l'ironie. S'il savait que ce sérieux était une armure et non une personnalité. Le vendredi, l'homme était là de nouveau. Même endroit, même position, même expression indéchiffrable. Cette fois, Fernande le vit, avant de sortir de l'école, et ressentit une irritation mêlée de crainte. Que voulait-il? Pourquoi restait-il planté là? Elle sortit par la porte latérale, fit un grand détour, évita de passer près de lui. Tandis qu'elle marchait, elle était certaine de pouvoir sentir son regard dans son dos. Le samedi, Fernande alla à la messe à l'église paroissiale, plus par obligation sociale que par foi. L'église était belle, romane, avec des saints en bois et un autel doré. Elle était pleine. Elle s'assit sur un banc du fond, seule, et essaya de prêter attention au curé. Mais alors elle le sentit, cette sensation d'être observée. Elle tourna discrètement la tête et le vit. Le même homme, assis 3 bancs devant, de l'autre côté de l'allée. Il ne la regardait pas à ce moment précis, mais elle était sûre qu'il l'avait fait auparavant. Après la messe, à la sortie, les femmes l'entourèrent. Elle voulait connaître la nouvelle institutrice, poser des questions, l'inviter à déjeuner. Fernande répondit avec un minimum de politesse, refusa les invitations avec des excuses vagues et tenta de s'échapper. Ce fut alors qu'une des dames, Madame Irène, l'épouse du maire, saisit son bras avec une familiarité excessive et dit « Regardez donc, vous ne connaissez pas encore Monsieur Bruno Allard, n'est-ce pas? C'est l'homme le plus important de la région, propriétaire des plus grands vignobles. » Fernande leva les yeux et le vit, l'homme qui l'observait. Il était à quelques mètres, ayant clairement été traîné vers cette présentation par la dame. De près, Fernande put mieux voir. Un visage marqué par le soleil et le temps, des yeux bruns foncés, une expression sérieuse mais non menaçante. Il ôta son chapeau dans un geste de respect et fit une légère inclinaison de tête. Madame Irène poussait la conversation, disant que Monsieur Bruno était veuf depuis 3 ans, le pauvre, qu'il avait perdu sa femme si jeune, que c'était un homme travailleur et honnête. Fernande écoutait tout cela, la mâchoire crispée, reconnaissant ce que c'était. Une tentative de mariage. Le petit village voyant un veuf riche et une femme célibataire nouvelle, et faisant déjà des plans. Bruno finit par parler, une voix grave, calme. « Bienvenue à Saint-Vincent, mademoiselle l'institutrice. J'espère que vous vous adaptez bien. » Fernande murmura un merci sec, sans le regarder directement, et profita de la première pause dans la conversation pour prendre congé et partir. Tandis qu'elle s'éloignait, elle sentit à nouveau son regard, pas envahissant, pas lascif, mais présent. Les jours suivants, Fernande remarqua un schéma. Bruno apparaissait, pas trop près, n'envahissant jamais son espace, mais présent. À la sortie de l'école, au marché le samedi.
dans la rue quand elle marchait vers la pension, gardant toujours ses distances, ne forçant jamais la conversation, juste là. Et cela la laissait confuse, parce que c'était différent de tout ce qu'elle connaissait. Les hommes qui la voulaient avant étaient envahissants. Ils imposaient leur présence, exigeaient de l'attention, touchaient sans permission. Auguste était possessif même avant la trahison. Le patron, Monsieur Dimon, ne comprenait pas le mot « non ». D'autres hommes, après le scandale, pensaient qu'ils avaient des droits parce que sa réputation était entachée. Mais Bruno ne faisait rien de tout cela. Il se contentait d'exister dans le même espace qu'elle, et il attendait. Il attendait quoi? Fernande ne le savait pas et ne voulait pas le savoir. Elle avait construit de hauts murs et n'avait pas l'intention de les abattre pour qui que ce soit. Encore moins pour un riche vigneron qui s'ennuyait probablement et voyait en elle un défi intéressant. 2 semaines après son arrivée, par un après-midi pluvieux de mai, Fernande sortait de l'école quand la pluie redoubla d'intensité. Elle n'avait pas de parapluie. Les enfants étaient déjà partis avec leurs parents. Elle était seule, regardant le rideau d'eau qui tombait du ciel, essayant de décider si elle devait courir ou attendre. C'est alors qu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna vivement, le corps déjà tendu, et tomba nez à nez avec Bruno. Il se tenait à 2 mètres de distance, tenant un grand parapluie noir. Un instant, ils restèrent simplement à se regarder. Fernande avec une expression défensive, lui avec une expression neutre. Puis Bruno parla. « Je peux vous prêter le parapluie, mademoiselle. J'ai une cape sur le cheval, je ne me mouillerai pas. » Fernande allait refuser automatiquement, mais quelque chose dans sa façon de le dire, dans l'absence d'attente de gratitude ou de réciprocité, la fit hésiter. Il n'offrait pas de la raccompagner, il offrait l'objet et se retirait. Elle accepta avec un merci presque inaudible. Bruno lui tendit le parapluie, prenant soin que leurs mains ne se touchent pas, fit 2 pas en arrière, mit son chapeau et dit qu'elle pouvait le rendre quand elle voudrait, sans urgence. Puis il se tourna et partit sous la pluie, en direction de son cheval attaché à la clôture. Fernande resta immobile, tenant le parapluie, complètement confuse. Cet homme était étrange. Il ne se comportait comme aucun homme qu'elle avait connu, et cela l'effrayait d'une manière différente. Parce que la gentillesse sans attente était quelque chose qu'elle ne savait pas comment traiter. Elle garda le parapluie pendant 3 jours, avant de rassembler le courage de le rendre. Elle savait où étaient ces terres. Tout le monde au village le savait. Le domaine des vignes se trouvait à 2 lieues du bourg, mais Bruno avait aussi une maison en ville, près de la coopérative viticole qu'il administrait. Fernande choisit d'y aller un samedi matin, espérant qu'il ne serait peut-être pas là, pouvant ainsi simplement laisser le parapluie à un domestique. La maison était grande mais sans luxe tapageur, murs de pierre blanche, volets bleus, jardin bien entretenu. Fernande frappa à la porte le cœur battant, tenant le parapluie comme un bouclier. Ce fut une vieille dame, probablement la gouvernante, qui ouvrit. Fernande expliqua qu'elle venait rendre le parapluie de M. Bruno. La dame sourit et dit qu'elle allait l'appeler. Avant que Fernande ne puisse protester, Bruno apparut. Il portait des vêtements simples d'intérieur, une chemise blanche aux manches retroussées, des bretelles. Il semblait avoir interrompu une activité. Il la regarda, puis regarda le parapluie, et quelque chose passa sur son visage, presque un sourire, mais pas tout à fait. « Merci de l'avoir rapporté, mademoiselle l'institutrice, » dit-il en prenant l'objet. « Mais vous n'aviez pas besoin de vous déranger. » Fernande répondit machinalement que ce n'était pas un dérangement, qu'elle remerciait pour le prêt. Un silence se forma entre eux. Elle aurait dû partir. Mais Bruno parla de nouveau. « Vous prenez un café ? J'ai de la brioche fraîche que madame Marianne vient de faire. » C'était une invitation simple, mais pour Fernande, elle résonna comme une alarme de danger. Elle recula d'un pas et dit que non, qu'elle devait partir, qu'elle avait des choses à faire. Bruno acquiesça immédiatement, sans insister, sans montrer d'offense. « Aucun problème. Passez une bonne journée, mademoiselle. » Et il referma la porte doucement. Fernande marcha vers la pension avec des pensées qui se bousculaient. Pourquoi la confondait-il autant?
Pourquoi son éducation semblait-elle si authentique? Pourquoi son manque d'insistance était-il plus perturbant que l'insistance des autres? Madame Colette, qui était devenue quelque chose proche d'une confidente au fil de ces semaines, remarqua le trouble sur le visage de Fernande quand elle arriva. Elle fit asseoir la jeune femme dans la cuisine, servit du café chaud et attendit. Fernande finit par demander qui était vraiment Bruno Allard. La dame remplit sa tasse aussi et commença à raconter. Bruno était fils de vigneron. Il avait hérité des terres et construit un empire là-dessus. Il avait travaillé dur toute sa vie, était respecté pour traiter ses employés avec justice, payer de bons salaires, ne jamais exploiter personne. Il s'était marié à 35 ans avec une jeune fille de la ville voisine, Marine, une fille douce et délicate. Ils furent heureux pendant 4 ans. Puis Marine tomba enceinte. La grossesse fut difficile dès le début. Elle était fragile. Les médecins avaient prévenu qu'il y avait des risques. Mais Bruno voulait tellement un fils. Il en avait toujours voulu. Marine aussi. Ils décidèrent de continuer. Au 8e mois, des complications. Un accouchement prématuré, de la souffrance, une hémorragie. Marine mourut. Le bébé, un garçon, naquit mort-né. Madame Colette raconta cela d'une voix basse, respectueuse. Elle dit que Bruno ne fut plus jamais le même après. Il devint plus calme, plus fermé. Il se plongea dans le travail pour oublier. Des femmes de la ville tentèrent de s'approcher, veuves, jeunes filles célibataires, mais il ne montra jamais d'intérêt. Jusqu'à maintenant. Fernande sentit sa poitrine se serrer. Jusqu'à maintenant. Madame Colette la regarda avec ses yeux sages, de qui a beaucoup vécu, et dit que tout le village en parlait. Bruno Allard, qui ne regardait aucune femme depuis 3 ans, ne quittait pas des yeux la nouvelle institutrice. Mais un regard différent, respectueux, patient, comme s'il attendait quelque chose dont il ne savait même pas si cela viendrait. Fernande secoua la tête. « Je ne veux pas de son attention. Je ne veux l'attention d'aucun homme. Je suis venue ici pour être seule. » Madame Colette toucha sa main avec gentillesse et dit qu'elle comprenait, qu'elle n'allait pas faire pression, mais que parfois les meilleures choses de la vie apparaissent justement quand on ne cherche pas. Fernande retira sa main poliment et dit qu'elle ne cherchait pas et ne voulait pas trouver. Elle monta dans sa chambre et resta à regarder par la fenêtre le jardin où les poules picoraient, indifférentes aux drames humains. Pourquoi la vie ne pouvait-elle pas être aussi simple? Picorer, manger, dormir, sans souvenirs qui brûlent, sans peur qui paralyse, sans hommes qui attendent à la porte. Les semaines passèrent. Juin arriva avec un froid réel, dégelé le matin, la nécessité de châles et de couvertures épaisses. Fernande s'habitua à la routine. Se lever, faire la classe, rentrer à la pension, lire le soir, dormir. Très peu d'interactions sociales. Polie mais distante. Les gens du village commencèrent à la traiter d'originale dans son dos, mais avec respect tout de même, parce qu'elle était institutrice et faisait bien son travail. Bruno continuait d'apparaître. Mais Fernande remarqua une chose curieuse. Il n'était jamais là où elle n'était pas. Il n'attendait pas dans des endroits aléatoires pour forcer des rencontres. Il était simplement là où elle allait naturellement. L'école, l'église, la place. Et quand il était là, il gardait ses distances. Il n'essayait jamais de converser à moins qu'elle ne parle la première, n'essayait jamais de toucher, ne forçait jamais sa présence au-delà du visuel. C'était perturbant. Et Fernande détestait l'admettre, mais elle commença à le chercher du regard, pas consciemment. Mais quand elle sortait de l'école et qu'il n'était pas dans la rue, une partie d'elle trouvait cela étrange. Quand elle allait à la messe et qu'il n'était pas là, il y avait une pointe de quelque chose qu'elle refusait de nommer déception. Un jour de juillet, Fernande était au marché pour acheter des légumes quand elle renversa son panier. Des tomates roulèrent sur le sol. Elle se baissa rapidement pour les ramasser, la rougeur de la honte lui montant au cou. C'est alors qu'elle vit de grandes mains ramasser les tomates. Des mains masculines, calleuses, précautionneuses. Elle leva les yeux et c'était Bruno. Il ramassa chaque tomate, la remit dans son panier et le lui tendit sans dire un mot. Fernande murmura un merci. Il hocha la tête
et allait s'éloigner quand elle, par une impulsion qu'elle ne comprit pas, demanda pourquoi il faisait ça. Bruno s'arrêta, se retourna, la regarda avec ses yeux bruns foncés qui semblaient porter une tristesse ancienne. « Faire quoi, mademoiselle ?» Fernande sentit un courage venir de quelque part au fond d'elle. « Pourquoi restez-vous à apparaître là où je suis? Pourquoi me regardez-vous? Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille ?» Le marché entier semblait s'être arrêté pour écouter. Bruno s'en aperçut, regarda autour de lui et dit d'une voix basse que si elle voulait en parler, il était à disposition, mais que peut-être un endroit moins public serait préférable. Fernande sentit une panique immédiate. « Non, ici même. Répondez ici. » Bruno prit une profonde inspiration. « Parce que vous me rappelez que je suis encore en vie. » Et puis il se tourna et partit, laissant Fernande complètement paralysée au milieu du marché, tenant un panier de tomates et essayant de comprendre ce que ces mots signifiaient. Le soir, allongée dans son lit, Fernande répéta la phrase dans sa tête. « Parce que vous me rappelez que je suis encore en vie. » Ce n'était pas une déclaration d'amour, ce n'était la promesse de rien, c'était juste un constat, brut, honnête, et d'une certaine manière, plus effrayant que n'importe quelle flatterie parce que cela sonnait vrai. Fernande réalisa quelque chose cette nuit-là. Bruno Allard était brisé lui aussi, d'une façon différente, pour des raisons différentes, mais brisé de la même manière. Et c'était peut-être pour ça qu'il la voyait, parce qu'il reconnaissait dans ses yeux à elle ce qu'il portait dans les siens. Mais Fernande ne voulait pas être vue. Elle ne voulait pas être reconnue. Elle ne voulait pas que quiconque comprenne la profondeur de la blessure qu'elle portait. Alors, le lendemain, quand elle vit Bruno dans la rue, elle traversa de l'autre côté, et continua de traverser, d'éviter, de fuir. Sauf que Bruno n'abandonna pas. Il n'insista pas non plus. Il continua simplement d'exister, patiemment, comme s'il avait tout le temps du monde. Et Fernande, malgré toute sa peur, malgré tous ses murs, commença à réaliser que peut-être, juste peut-être, il existait une différence entre un homme qui attend par respect et un homme qui poursuit parce qu'il veut posséder. Mais admettre cela serait ouvrir une porte qu'elle avait juré de garder verrouillée pour toujours. Et Fernande n'était pas encore prête, peut-être ne le serait-elle jamais. Août arriva avec des vents secs qui soulevaient la poussière ocre dans les rues de Saint-Vincent-des-Champs. Cela faisait déjà 4 mois que Fernande était arrivée et le petit village avait un rythme qu'elle commençait à connaître par cœur. Les matins frais, le soleil fort de midi, les après-midi dorés, les nuits étoilées qui faisaient mal tant elles étaient belles. Elle savait déjà le nom de chaque élève, à quelle famille il appartenait, quels rêves il portait dans les yeux quand il parlait de l'avenir. Elle savait que Madame Colette faisait du pain le mercredi et le samedi, que le marché était plus plein le dimanche après la messe, que le mardi après-midi, le marchand de tissus passait avec sa charrette. Et elle savait, bien qu'elle fît semblant de ne pas le savoir, que Bruno Allard était toujours là, tous les jours, à attendre. Fernande avait arrêté de changer de trottoir quand elle le voyait, non pas parce qu'elle avait baissé sa garde, mais parce qu'elle avait réalisé que cela attirait plus l'attention que de simplement l'ignorer. Alors maintenant, elle passait, regardait droit devant, et faisait comme s'il faisait partie du paysage, juste un élément de plus de la routine. Le vent, les arbres, l'homme au coin de la rue. Rien de plus. Mais c'était un mensonge. Elle savait que c'était un mensonge. Parce qu'elle avait commencé à remarquer des détails. La façon dont Bruno ôtait son chapeau quand elle passait, un geste minime de respect, la façon dont il ne la regardait jamais directement quand elle tournait le visage, comme s'il lui donnait l'illusion d'intimité même sous observation. La façon dont, les jours de pluie, il restait sous l'auvent de l'épicerie, et les jours de soleil, sous l'ombre du grand mûrier, mais toujours à la même distance, ni trop près, ni trop loin. Juste là. C'était un mardi d'août, quand quelque chose changea. Fernande était à l'école, à l'heure de la récréation, observant les enfants jouer dans la cour de terre battue.
Quelques filles sautaient à la corde. Des garçons jouaient aux billes. Les plus petits couraient sans but précis, juste pour la joie de courir. Elle était adossée au mur, les bras croisés, quand elle entendit un bruit de cheval. Elle tourna la tête et vit une charrette s'arrêter devant l'école. Ce n'était pas inhabituel, les parents venaient parfois chercher leurs enfants plus tôt, mais de cette charrette descendit Bruno. Il alla à l'arrière, prit quelque chose de lourd et commença à le porter vers l'école. Fernande fronça les sourcils et alla jusqu'au portail. C'était du bois, de longues planches, bien coupées, sentant la sciure fraîche. Bruno les empila près de la clôture et regarda alors Fernande. « Bonjour, mademoiselle. J'ai apporté du bois pour réparer le toit de l'école. Madame Marguerite m'a demandé, elle m'a dit qu'il y avait une fuite dans la salle des petits. » Fernande cligna des yeux, confuse. Elle n'était au courant d'aucune demande. Mais c'était vrai qu'il y avait une fuite. Les enfants se plaignaient quand il pleuvait. Elle murmura un remerciement automatique. Bruno acquiesça, retourna à la charrette, prit des outils et commença à travailler. Fernande resta à observer, sans trop savoir quoi faire. Les enfants aussi arrêtèrent de jouer pour regarder. L'homme riche du village réparant le toit de l'école comme un charpentier ordinaire. Bruno monta à l'échelle, enleva les vieilles tuiles, examina les poutres, commença à scier et clouer avec les mouvements précis de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Le soleil tapait fort. Fernande vit la sueur commencer à marquer sa chemise. Elle vit la concentration sur son visage, la compétence dans ses mains. Elle vit qu'il ne faisait pas cela pour impressionner, il le faisait parce que cela devait être fait. Et quelque chose en elle, quelque chose qui était verrouillé depuis longtemps, bougea. Juste un peu, juste assez pour être perturbant. Elle retourna à l'intérieur de l'école quand la cloche sonna, appela les enfants, essaya de se concentrer sur les leçons. Mais par la fenêtre, elle pouvait voir Bruno travailler. Il resta jusqu'au milieu de l'après-midi. Quand il descendit enfin de l'échelle, il s'essuya les mains sur un chiffon, rangea ses outils et partit sans entrer dans l'école, sans lui parler, sans attendre de remerciements. Le lendemain, il plut. Fernande regarda le plafond de la salle des petits. Aucune goutte. La fuite avait disparu. Les enfants applaudirent. Fernande resta immobile, regardant les tuiles neuves, et sentit un poids étrange sur la poitrine. De la gratitude, mêlée de confusion, mêlée de peur. Le vendredi de cette semaine-là, Fernande sortait de l'école quand elle vit quelque chose de différent. Des fleurs, un petit bouquet de marguerites des champs, attachées avec une ficelle simple, déposées sur la marche de la porte. Aucun mot, aucune signature, mais elle savait. Elle savait qui les avait laissées. Elle prit les fleurs, les emporta à la pension, les mit dans un verre d'eau. Madame Colette vit et sourit de cette façon sage qu'elle avait. « Jolie fleur », commenta-t-elle. Fernande ne répondit pas. Mais ce soir-là, avant de dormir, elle resta à regarder les marguerites sur la table de nuit. Et pour la première fois depuis des mois, quelque chose ressemblant à un sourire toucha presque ses lèvres. Mais alors la peur revint. La peur que ce soit un piège, la peur que la gentillesse ne soit qu'une stratégie. La peur qu'au moment où elle baisserait sa garde, la trahison viendrait, parce que c'était ainsi avec Auguste. Au début, il avait aussi été gentil. Au début, il avait aussi semblé sûr. Alors Fernande fit ce qu'elle savait faire de mieux. Elle construisit le mur le plus haut. Le lundi, quand elle vit Bruno dans la rue, elle détourna le visage avec une froideur délibérée. Le mardi, quand il ôta son chapeau, elle ne reconnut pas le geste. Le mercredi, quand il laissa plus de fleurs, elle les laissa sur la marche. Elle ne les prit pas, elle espérait qu'il abandonnerait. Elle espérait que la froideur fonctionnerait comme elle avait toujours fonctionné avec les autres hommes. Mais Bruno n'était pas les autres hommes. Il continua simplement à attendre, sans réclamer, sans être offensé, juste là. Et cela la rendait folle d'une manière qu'elle ne savait nommer. Celui qui remarqua aussi tout cela fut Laurent Pasquier, le chef de brigade de la gendarmerie.
Un homme de 35 ans, moustache bien taillée, uniforme toujours impeccable, posture de celui qui se croyait trop important pour un petit village. Il avait lorgné sur Fernande depuis son arrivée, mais avec ce type de regard qui lui donnait envie de prendre un bain après. Un regard qui déshabillait, qui évaluait, qui assumait la possession avant la conquête. Laurent avait essayé de s'approcher avant, mais Fernande l'avait ignoré si complètement qu'il s'en était senti offensé. Maintenant, voyant Bruno tourner autour de l'institutrice, voyant les fleurs, voyant l'attention, Laurent ressentit de la jalousie et un défi. Si l'homme le plus riche de la région voulait cette femme, alors elle devait avoir de la valeur. Et Laurent avait toujours voulu ce qui avait de la valeur. Et si vous aimez cette histoire, laissez votre pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres. Maintenant, continuez avec moi, car les choses vont devenir encore plus intenses. Ce fut un jeudi de septembre que Laurent joua son coup. Fernande marchait de l'école à la pension, seule comme toujours, quand il apparut à côté d'elle. « Bonsoir, mademoiselle Fernande. Je peux vous accompagner ?» Ce n'était pas une demande, c'était une affirmation. Il marchait déjà à ses côtés. Fernande sentit son corps entier se tendre. Elle répondit d'une voix froide que ce n'était pas nécessaire, qu'elle connaissait le chemin. Laurent rit, un son désagréable. « Je sais que vous le connaissez, mais une jolie dame comme vous ne devrait pas marcher seule. On ne sait jamais quel danger on peut rencontrer. » L'ironie d'un homme dangereux offrant une protection contre le danger n'échappa pas à Fernande. Elle accéléra le pas. Laurent accéléra avec elle. Il commença à parler. Des mots qui étaient courtois en surface mais menaçants en dessous. Qu'elle était trop belle pour être si solitaire. Qu'une femme avait besoin de la compagnie d'un homme. Qu'il était gendarme, homme de position, qu'il pourrait bien prendre soin d'elle. Fernande s'arrêta au milieu de la rue et le dévisagea. « Avec tout le respect, monsieur le chef de brigade, je n'ai pas besoin de compagnie, et je n'en veux pas. S'il vous plaît, laissez-moi suivre mon chemin. » Laurent plissa les yeux. L'éducation glissa un peu du masque. Une femme seule, nouvelle dans une ville, sans famille, sans protection, devrait être plus sympathique avec ceux qui offrent de l'aide. C'était une menace voilée. Fernande connaissait bien ce ton. Elle en avait entendu des versions auparavant. Mais avant de pouvoir répondre, une voix grave coupa l'air. « Mademoiselle a dit qu'elle veut continuer seule. Je pense qu'il vaut mieux respecter cela. » Tous deux se retournèrent. Bruno était là, à quelques mètres de distance, posture détendue, mais les yeux durs fixés sur Laurent. Le gendarme rit avec dédain. « Ah, le vigneron amoureux, vous allez défendre l'honneur de la dame ?» Bruno ne répondit pas à la provocation. Il resta juste immobile, à attendre. Laurent regarda de l'un à l'autre, calcula les options et décida de reculer. Pour l'instant. « Bien sûr, bien sûr. À bientôt, mademoiselle. » Et il partit, mais le regard qu'il jeta en arrière était celui d'un homme qui n'oublie pas la défaite. Fernande resta figée, le cœur battant trop vite. Bruno continua où il était, sans s'approcher. « Vous allez bien, mademoiselle ?» Fernande voulait dire qu'elle n'avait pas besoin de sa protection, qu'elle pouvait se débrouiller seule, que cela ne changeait rien. Mais ce qui sortit de sa bouche fut juste un merci bas, presque inaudible. Bruno acquiesça. « Si vous voulez, je peux marcher derrière vous jusqu'à la pension, pas à côté, juste pour garantir qu'ils ne reviennent pas. » Fernande aurait dû refuser. Mais elle avait eu peur pour de vrai de Laurent. Et l'orgueil ne semblait pas aussi important que la sécurité à ce moment-là. Alors elle accepta d'un signe de tête minime. Ils marchèrent ainsi. Elle devant, lui 5 mètres derrière. Ils ne parlèrent pas. Quand ils arrivèrent à la pension, Fernande se retourna pour remercier de nouveau. Mais Bruno s'en allait déjà. Et de nouveau cette confusion. Pourquoi ne réclamait-il jamais rien ? Pourquoi n'utilisait-il jamais les opportunités qu'elle lui donnait sans le vouloir? Madame Colette vit tout depuis la fenêtre. Quand Fernande entra, la dame avait une expression inquiète. « Ce Laurent est un problème, ma fille. Méfie-toi de lui. C'est un homme qui n'accepte pas le non. Il croit qu'il peut tout parce qu'il porte l'uniforme. » Fernande demanda s'il avait déjà fait quelque chose avant. Madame Colette hésita, puis raconta. «
Il y avait une jeune fille, 2 ans auparavant, fille d'ouvrier agricole. Laurent s'était intéressé à elle. Elle avait refusé. Il avait inventé que le père de la fille était impliqué dans un vol, avait arrêté l'homme, fait un procès. Il ne l'avait relâché que lorsque la jeune fille accepta de dîner avec lui. Après le dîner, la fille quitta la ville. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là, mais elle est partie en pleurant et n'est jamais revenue. Fernande sentit la nausée monter dans sa gorge. Elle connaissait des hommes comme ça, des hommes qui utilisaient le pouvoir pour obtenir ce qu'ils voulaient, des hommes qui voyaient les femmes comme des objets à conquérir ou à détruire. Madame Colette toucha son épaule avec douceur. « Mais reste tranquille. Tant que Bruno aura un œil sur toi, Laurent n'aura pas le courage de faire quoi que ce soit. Ces deux-là ne s'entendent pas depuis longtemps, une vieille dispute de pouvoir. Laurent a peur de Bruno. » Fernande allait demander pourquoi, mais à ce moment-là, elle préféra ne pas en savoir plus. Elle monta dans sa chambre, verrouilla la porte, s'assit sur le lit. Elle regarda les marguerites qu'elle avait prises quelques jours plus tôt et qui maintenant fanaient dans le verre. Elle toucha les pétales secs avec précaution. Elle était fatiguée. Fatiguée d'avoir peur, fatiguée de fuir, fatiguée de porter une armure tout le temps. Mais elle ne savait pas comment retirer l'armure sans devenir trop vulnérable. Elle ne savait pas comment faire confiance sans risquer d'être détruite à nouveau. Les jours suivants, Laurent n'abandonna pas. Il changea seulement de tactique. Il commença à apparaître aux mêmes endroits que Fernande, toujours avec une excuse officielle. Vérifier la sécurité de l'école, patrouiller dans la rue, vérifier les papiers de la pension, toujours avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux, toujours avec des mots ambigus qui pouvaient être courtoisie ou menace selon l'interprétation. Et Bruno, comme une ombre protectrice, commença à apparaître plus aussi. Pas de façon évidente, mais il était là. Quand Laurent parlait avec Fernande à la sortie de l'école, Bruno était de l'autre côté de la rue, en train de réparer la roue de sa charrette, qui, étrangement, cassait toujours là. Quand Laurent l'abordait au marché, Bruno achetait des provisions à l'étal d'à côté. Quand Laurent apparaissait à la pension, Bruno rendait visite à Madame Colette pour discuter de la livraison de vin. Fernande remarqua le jeu silencieux entre les deux hommes, l'un faisant pression, l'autre protégeant. Et elle, au milieu, sans avoir demandé ni l'un ni l'autre. Elle aurait dû être furieuse d'être traitée comme un prix dans une dispute masculine. Mais la vérité était que la présence de Bruno la faisait se sentir en sécurité d'une façon qu'elle ne voulait pas admettre. Et la présence de Laurent la faisait se sentir menacée d'une façon qu'elle ne connaissait que trop bien. Ce fut en octobre, mois où la chaleur revenait par à-coups, avec des pluies éparses qui emplissaient l'air d'une odeur de terre mouillée, que la situation escalada. Fernande était seule à l'école après les heures de cours, corrigeant les devoirs des enfants. Elle était concentrée, ne vit pas le temps passer, ne vit pas le soir tomber. Quand elle leva enfin les yeux et vit qu'il faisait nuit, elle rangea ses affaires rapidement. L'école vide la nuit avait quelque chose d'effrayant. De longues ombres, le bois qui craquait, le vent battant les fenêtres. Elle verrouilla la porte de la classe, traversa la cour, ouvrit le portail. Et Laurent était là, adossé à la clôture, fumant, comme s'il attendait depuis des heures. Son sourire était prédateur. « Quelle surprise, mademoiselle! Travailler jusqu'à si tard, ce n'est pas prudent. » Fernande sentit la peur monter le long de son échine. La rue était vide. Il n'y avait personne aux alentours, juste elle et lui. « Je rentre chez moi maintenant, » dit-elle en essayant de garder une voix ferme. « Bonsoir, chef. » Elle tenta de passer, mais il bougea, bloquant le chemin. « Pas si vite. Je pense que nous devons discuter. » « De quoi ?» Sa voix sortit plus aiguë qu'elle ne le voulait. Laurent fit un pas de plus. « De vous, arrêtant de jouer les difficiles. De vous, comprenant que dans un petit village, une femme seule a besoin de protection, et la protection a un prix. » Fernande recula. « Poussez-vous. » Laurent rit. « Ou quoi? Vous allez appeler qui? Votre chevalier en armure? Il n'est pas là maintenant, hein ?» Elle regarda autour d'elle désespérément. La rue restait vide.
Son cœur battait si fort qu'elle pouvait entendre le sang dans ses oreilles. Laurent s'approcha encore. « Arrêtons ce petit jeu. Je sais que vous n'êtes pas une sainte. Une femme qui vient seule dans un trou perdu, sans famille, a toujours une histoire. Je peux découvrir quelle est cette histoire. Ou vous pouvez être gentille avec moi et j'oublie d'enquêter. » C'était du chantage. C'était une menace. C'était tout ce que Fernande avait fui depuis Lyon pour échapper. Et le pire était qu'il avait raison. S'il enquêtait, s'il découvrait pour Auguste, pour le scandale, pour les mensonges, il pourrait utiliser cela contre elle. Il pourrait détruire la nouvelle vie qu'elle essayait de construire. Elle était sur le point de crier, sur le point de courir, quand elle entendit des pas, des sabots de cheval, et puis la voix. « Il y a un problème ici ?» Bruno, il apparut de l'obscurité monté sur son cheval, descendit avec des mouvements calmes, mais les yeux durs fixés sur Laurent. Le gendarme s'écarta de Fernande immédiatement, recomposant sa posture. « Aucun problème, juste une conversation avec l'institutrice. » Bruno regarda Fernande. « Vous allez bien? Voulez-vous que je vous raccompagne ?» Fernande n'avait jamais ressenti un tel soulagement de sa vie. Elle acquiesça avec véhémence. Laurent souffla d'irritation. « Quelle coïncidence que vous apparaissiez justement maintenant !» Bruno le dévisagea sans ciller. « Ce n'est pas une coïncidence. Je sais que tu ne vaux rien, et je sais qu'elle ne veut pas de toi près d'elle. Alors, je te suggère de disparaître avant que j'oublie que tu es gendarme et que je te traite comme tu le mérites. » C'était une menace directe. Laurent devint rouge de colère, mais savait qu'il ne pouvait rien faire. Pas là, pas à ce moment. Alors il cracha par terre avec dégoût et s'en alla, mais le regard qu'il jeta en arrière était une pure promesse de vengeance. Quand il disparut dans l'obscurité, Fernande sentit ses jambes flageoler. Bruno s'approcha, mais s'arrêta quand il la vit reculer instinctivement. « Pardon, je n'approcherai pas. Mais s'il vous plaît, laissez-moi vous ramener. Ce n'est pas sûr pour vous de marcher seul maintenant. » Fernande voulait refuser par orgueil. Mais la peur était plus grande. Alors, elle accepta. Bruno offrit le cheval. Elle secoua la tête. « J'irai à pied. » Il acquiesça. « Alors je marche à côté. Ça vous va ?» Ils marchèrent en silence dans les rues sombres. Bruno tenait le cheval par la bride, gardait une distance respectueuse, ne tentait pas de conversation, mais sa présence était solide, réconfortante, sûre. Et Fernande, pour la première fois, permit à cela de la réconforter, au lieu de l'effrayer. Quand ils arrivèrent à la pension, elle se tourna vers lui. « Merci, encore, d'apparaître toujours au bon moment. » Bruno la regarda avec une expression qu'elle ne put lire complètement. « Ce n'est pas toujours au bon moment, mademoiselle. C'est toujours. Je suis toujours dans les parages. » Elle cligna des yeux, confuse. Comment ça toujours? Bruno hésita, comme s'il décidait s'il devait dire la vérité. Puis il parla. « Je sais que vous sortez de l'école à 17 heures. Alors à 16h30, j'arrête ce que je fais et je viens au village. Je reste dans le coin jusqu'à être sûr que vous êtes arrivé en sécurité à la pension. Ensuite, je retourne au domaine. Je fais ça tous les jours depuis que vous êtes arrivé. » Fernande resta sans voix. 6 mois. Il faisait ça depuis 6 mois, tous les jours. Bruno continua à voix basse. « Je sais que vous ne voulez pas d'attention. Je sais que vous avez peur. J'ai vu la peur dans vos yeux le premier jour. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé avant, mais je sais que c'était mauvais. Alors, je ne vais pas faire pression. Je ne vais rien demander. Je vais juste garantir que vous restiez en sécurité. Parce que dans un village où il y a des hommes comme Laurent, vous méritez d'avoir quelqu'un qui protège, sans rien attendre en retour. » Fernande sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas l'armure entière, mais une fissure, petite, suffisante pour laisser passer un filet de lumière. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi faites-vous ça ?» Bruno la regarda avec ses yeux qui portaient une tristesse ancienne. « Parce que quand vous êtes arrivé, pour la première fois en 3 ans, j'ai ressenti autre chose que de la culpabilité.
Et je ne sais pas si c'est de l'amour, ou juste la reconnaissance d'une douleur semblable, ou simplement l'envie de protéger quelqu'un puisque je n'ai pas réussi à protéger celle que j'aimais avant. Mais quoi que ce soit, c'est réel. Et même si vous ne ressentez jamais rien pour moi, même si vous partez demain, tant que vous serez ici, je veillerai à votre sécurité. C'était la déclaration la plus honnête que Fernand ait jamais entendue. Ce n'était pas une promesse d'amour éternel. Ce n'était pas une galanterie fleurie. Ce n'était pas de la séduction. C'était juste la vérité crue d'un homme brisé parlant à une femme brisée. Et d'une certaine façon, c'était plus puissant que n'importe quelle poésie. Fernande ne savait pas quoi dire. Alors, elle ne dit rien. Elle le regarda simplement pendant un long moment, mémorisant ce visage marqué par le temps et la douleur, et puis elle entra dans la pension. Mais cette nuit-là, allongée dans son lit, elle pleura. Elle pleura pour la première fois depuis son arrivée à Saint-Vincent-des-Champs. Elle pleura pour ce qu'elle avait perdu, pour ce qu'elle avait souffert, pour la peur qu'elle portait. Et elle pleura parce que peut-être, juste peut-être, il existait quelqu'un au monde qui comprenait. Le lendemain matin, Fernande se réveilla avec une détermination étrange. Elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle détacha ses cheveux, pas complètement. Elle laissa juste quelques mèches libres autour du visage, au lieu du chignon serré de toujours. Elle choisit une robe qui n'était ni grise ni noire, mais bleu ciel. De petits changements. Mais des changements. Madame Colette remarqua et sourit, mais ne fit pas de commentaire. Quand Fernande sortit pour l'école, son cœur battait différemment. Elle ne savait pas bien ce qu'elle faisait. Elle savait juste qu'elle était fatiguée d'avoir peur tout le temps. Bruno était au coin habituel. Quand il la vit, quelque chose passa sur son visage. De la surprise, de l'espoir. Mais il ne bougea pas. Il ôta simplement son chapeau, comme il le faisait toujours. Fernande, pour la première fois en 6 mois, ne détourna pas les yeux. Elle le regarda directement, et elle hocha la tête. Une reconnaissance minime, mais une reconnaissance. Elle vit le petit sourire qui toucha ses lèvres avant qu'il ne baisse la tête. Et elle sentit une chaleur étrange dans sa poitrine qui n'était pas de la peur. C'était quelque chose de différent. Quelque chose qu'elle avait oublié qui existait. Mais la paix dura peu. Parce que Laurent avait remarqué aussi. Et les hommes comme lui n'acceptaient pas la défaite facilement. Cet après-midi-là, après les cours, Fernande trouva un billet glissé sous la porte de la salle. Une écriture soignée, encre noire. « Mademoiselle, j'ai découvert des choses intéressantes sur votre passé à Lyon, sur un certain Auguste Ferrand, sur un scandale, sur des accusations. Ce serait dommage si l'Académie découvrait que leur institutrice a une réputation entachée, mais nous pouvons résoudre cela à l'amiable. Retrouvez-moi demain à 20h au vieux hangar abandonné. Venez seul, où tout le monde saura qui vous êtes vraiment. LP. » Fernande lut le billet 3 fois, les mains tremblantes. Il savait. Laurent avait enquêté, et il savait. Et maintenant, il avait du pouvoir sur elle. Le pouvoir de détruire tout ce qu'elle avait reconstruit. L'école, la réputation, la chance de recommencer. Tout. Elle froissa le papier, sentit la panique monter, sentit le monde s'effondrer de nouveau. Et pour la première fois depuis qu'elle avait juré de ne plus jamais avoir besoin d'aucun homme, elle pensa à demander de l'aide. Elle pensa à Bruno. Mais serait-ce un piège? Serait-ce de la faiblesse? Serait-ce ouvrir une porte qu'elle ne parviendrait plus à fermer après? Fernande sortit de l'école, avec le billet brûlant dans sa poche et une décision impossible devant elle. Affronter Laurent seul et tout risquer. Ou faire confiance à Bruno et risquer son cœur. Elle ne savait pas quel risque était le plus grand. Fernande ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit à regarder le plafond, le billet de Laurent sur la table de nuit à côté, chaque mot gravé dans sa mémoire comme au fer rouge. 20h, le vieux hangar. Venez seul, où tout le monde saura. La lune entrait par la fenêtre, dessinant des ombres qui ressemblaient à des griffes sur les murs. Fernande pensa à fuir de nouveau, prendre les valises, prendre le train, disparaître avant que Laurent ne puisse mettre ses menaces à exécution. Mais pour aller où?
Combien de temps allait-elle continuer à fuir? Et si dans chaque ville, il y avait un Laurent qui attendait, un homme qui pensait que le pouvoir donnait des droits sur les femmes? Elle pensa à aller au rendez-vous seule, essayer de négocier, supplier s'il le fallait. Mais elle connaissait les hommes comme lui. Elle savait que le chantage n'avait jamais de fin. Si elle cédait une fois, il reviendrait toujours. Et ce qu'il voulait n'était pas un secret gardé. C'était elle, soumise, apeurée, possédée. Et alors, elle pensa à Bruno, à la façon dont il apparaissait tous les jours depuis 6 mois sans rien réclamer, à la façon dont il avait réparé le toit, laissé des fleurs, marché derrière elle pour garantir sa sécurité, à la façon dont il l'avait regardée hier et avait dit qu'il voulait juste protéger sans rien attendre en retour, à la petite fissure que ces mots avaient ouverte dans l'armure qu'elle portait. Faire confiance était un risque, mais continuer seul l'était aussi. Et peut-être, juste peut-être, existait-il une différence entre un homme qui méritait la confiance et un homme qui ne la méritait pas. Peut-être avait-elle le droit de choisir à qui faire confiance au lieu de ne faire confiance à personne. Quand le soleil se leva, Fernande avait déjà pris sa décision. Elle se leva, se lava le visage à l'eau froide, enfila la plus jolie robe qu'elle avait, un vert mousse qui rehaussait ses yeux, détacha ses cheveux plus qu'hier et sortit de la pension avant le petit déjeuner. Le village s'éveillait encore. Les coqs chantaient, la fumée montait des cheminées, les charrettes commençaient à circuler. Fernande savait où Bruno habitait. Elle était passée devant sa maison des dizaines de fois, en faisant semblant de ne pas savoir à qui elle appartenait. Maintenant, elle marcha droit vers là-bas, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle frappa à la porte avant que son courage ne s'échappe. La même vieille dame d'avant ouvrit, surprise de voir l'institutrice si tôt. Fernande demanda à parler à M. Bruno, dit que c'était urgent. La dame la fit entrer dans le salon, offrit du café que Fernande refusa avec gentillesse, et alla appeler le patron. Bruno apparut quelques minutes plus tard, chemise à moitié boutonnée, cheveux en désordre, pieds nus, venant clairement de se réveiller. Quand il vit Fernande là, dans le salon de sa maison, il se réveilla complètement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mademoiselle, il s'est passé quelque chose. Vous allez bien ?» Fernande tendit le billet sans dire un mot. Bruno le prit, lut, et son visage s'assombrit à chaque ligne. Quand il eut fini, il froissa le papier avec force, la mâchoire tendue. « Ce misérable !» murmura-t-il entre ses dents. Puis il regarda Fernande. « Vous n'irez pas à ce rendez-vous. Je règle ça. »« Non, » dit Fernande d'une voix ferme. « J'irai, mais je veux que vous veniez avec moi. » Bruno secoua la tête. « C'est dangereux. Il peut faire n'importe quoi. »« Je sais, » répondit-elle. « C'est pour ça que j'ai besoin que vous soyez là. Pas pour vous battre à ma place, pour rester à mes côtés pendant que je me bats pour moi-même. » Bruno la regarda un long moment. Il y avait du respect dans ce regard, de l'admiration, et quelque chose de plus profond que Fernande n'était pas prête à nommer. « Je serai là, je le promets, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a découvert sur vous? Qu'est-ce qui vous effraie tant ?» Et là, dans le salon de la maison de Bruno, avec la lumière douce du matin entrant par les fenêtres, Fernande fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle raconta la vérité, toute la vérité. Elle parla d'Auguste, des fiançailles, de la trahison avec Juliette 3 semaines avant le mariage, des mensonges qu'il avait répandus pour sauver sa propre réputation, de la façon dont la ville entière lui avait tourné le dos, du patron, M. Dimon, qui avait essayé de la forcer, des hommes qui pensaient qu'elle était disponible parce que sa réputation était entachée, de la peur qu'elle avait développée, la terreur de faire confiance, l'armure qu'elle avait construite. Elle parla et pleura. Pour la première fois devant une autre personne, elle pleura. Bruno resta immobile, écoutant tout, et quand elle eut fini, il ne fit pas ce qu'elle attendait. Il n'essaya pas de la toucher. N'essaya pas de la consoler avec des mots vides. Il dit seulement d'une voix grave et ferme, « Rien de tout cela n'était de votre faute, rien, et tout homme qui vous a blâmé est un lâche, y compris cet Auguste, y compris Laurent, y compris tous. »
Fernande essuya ses larmes du revers de la main. Mais le village ne verra pas les choses ainsi. Si Laurent raconte, ils vont me juger, ils vont me renvoyer. Bruno fit un pas de plus, mais en gardant encore ses distances. Alors on ne le laissera pas raconter. On va à ce rendez-vous ce soir, ensemble, et on règle ça une fois pour toutes. Vous avez un plan ? Demanda Fernande. Bruno sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire d'un homme qui savait exactement quoi faire avec des gens comme Laurent. J'en ai un, mais cela exigera que vous me fassiez confiance. Complètement, pendant quelques heures. Pouvez-vous faire ça ? Fernande regarda cet homme qui avait attendu 6 mois à la porte, qui avait réparé des toits, laissé des fleurs, protégé sans rien demander, qui avait écouté son histoire la plus laide et n'avait pas jugé, qui offrait de l'aide mais respectait son choix. Et elle dit, pour la première fois depuis qu'Auguste avait détruit sa foi en les hommes, « Je peux ». La journée passa lentement comme du miel épais. Fernande essaya de faire la classe, mais elle était distraite. Les enfants s'en aperçurent et restèrent calmes, inquiets de voir la maîtresse si tendue. Elle les libéra tous plus tôt, s'excusa, dit qu'elle ne se sentait pas bien. Bruno apparut à 19h30. Il portait de beaux vêtements, un chapeau propre, mais il avait quelque chose sous sa veste qui faisait un volume étrange. Fernande ne demanda pas ce que c'était. Ils marchèrent ensemble dans les rues déjà sombres, en direction du vieux hangar, une construction abandonnée à la sortie du village, qui gardait autrefois le blé, mais n'était plus maintenant qu'un toit percé et des murs décrépits. Laurent était déjà là, adossé au mur, fumant, un sourire confiant sur le visage. Quand il vit Bruno avec Fernande, le sourire vacilla. « J'avais dit de venir seule, mademoiselle. » Fernande leva le menton. « Et j'ai décidé d'amener de la compagnie. »« Qu'allez-vous faire ? M'arrêter ?» Laurent jeta sa cigarette par terre, l'écrasa avec force. « C'est stupide. Vous croyez qu'il va vous sauver. Vous croyez qu'un riche vigneron se soucie d'une institutrice au passé sale ? Il veut juste vous utiliser comme tous les autres ont voulu. » Bruno fit un pas en avant, voix basse et dangereuse. « Attention à ce que tu dis. » Laurent rit. « Ou quoi ? Tu vas me frapper ? Je suis gendarme, je t'arrête pour agression. » Bruno sortit quelque chose de sa veste. Ce n'était pas une arme, c'était une enveloppe. Il la jeta au sol aux pieds de Laurent. Le gendarme regarda avec méfiance, ramassa, ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photographies. Même dans la faible lumière de la lune, Fernande vit le visage de Laurent blêmir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Bruno répondit sans quitter Laurent des yeux. « Des preuves, de toutes les fois où il a utilisé son poste pour extorquer des femmes. L'argent qu'il a détourné, les arrestations illégales, les menaces. J'ai des témoins prêts à parler, j'ai des documents, j'ai tout. Et s'il ouvre la bouche sur vous, mademoiselle, j'envoie tout ça au juge et au préfet. » Laurent tremblait de rage. « Tu n'as pas le courage. » Bruno sourit sans humour. « Et c'est moi. Tu crois que j'ai construit ce que j'ai construit sans savoir jouer à ce jeu ? Tu es un gendarme de village. Je connais les notables, les politiques, les juges. Un mot de moi et tu n'es plus rien. » Était-ce du bluff ? Fernande ne le savait pas, mais à voir le visage de Laurent, lui croyait que non. Le gendarme regarda de Bruno à Fernande, calculant, et puis cracha par terre avec dégoût. « Elle ne vaut pas tout ça. » Bruno fit un autre pas. « Elle vaut plus que tu ne comprendras jamais. Maintenant, disparais. Et si j'apprends que tu t'es approché d'elle à nouveau, même si c'est dans la même rue, je n'attends pas le juge. Je règle ça à ma façon. » Laurent rangea les photos dans sa poche, regarda les deux avec une haine pure, et s'en alla en marchant d'un pas lourd. Mais il partit. Et quand il disparut dans l'obscurité, Fernande sentit ses jambes se dérober. Bruno la retint par le coude, délicatement, et demanda si elle allait bien. « Ces photos sont réelles ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Bruno hésita. « Certaines le sont. D'autres, j'ai encouragé leur existence. Je l'ai fait enquêter il y a des mois. Depuis que j'ai remarqué qu'il avait un œil sur vous,
Je voulais avoir des munitions au cas où j'en aurais besoin. » Fernande le regarda, stupéfaite. « Vous avez fait ça pour moi ?»« Je l'ai fait, » répondit Bruno simplement, « parce que vous méritez de vivre sans peur, et parce que les hommes comme lui ont besoin d'apprendre qu'une femme n'est pas une propriété. » Fernande sentit quelque chose d'immense grandir dans sa poitrine. De la gratitude, de l'admiration, et quelque chose de plus. Quelque chose de chaud, quelque chose d'effrayant, quelque chose qu'elle avait juré de ne plus jamais ressentir. Elle fit un pas vers lui, puis un autre, jusqu'à être assez près pour sentir la chaleur de son corps. Bruno resta complètement immobile, comme si le moindre mouvement allait l'effrayer. « Merci, » murmura Fernande. « Pour tout, pour avoir attendu, pour avoir protégé, pour ne pas avoir abandonné, même quand j'ai été si froide. » Bruno déglutit difficilement. « Vous aviez le droit d'être froide. Après ce que vous avez vécu, vous aviez le droit de ne plus jamais faire confiance à aucun homme. Le fait d'être ici maintenant, à me faire confiance, est un cadeau que je ne sais pas si je mérite. » « Et si vous le méritiez ?» demanda Fernande, la voix encore plus basse. « Et si je voulais essayer de faire confiance pour de vrai, essayer de ressentir à nouveau ?» Bruno ferma les yeux comme si les mots faisaient mal tant ils étaient beaux. Quand il les rouvrit, il y avait des larmes. « Alors on ira doucement, à votre rythme, sans pression, sans exigence, juste en essayant. » Fernande acquiesça. Doucement. Et alors, avec un courage qui venait de loin, elle toucha sa main. Elle la toucha juste, doigt contre doigt, mais ce fut le toucher le plus significatif de sa vie. Bruno entrelaça ses doigts aux siens avec un soin infini. Et ils restèrent ainsi, debout dans le vieux hangar sous la lune, simplement main dans la main, et ce fut plus intime que n'importe quel baiser que Fernande avait jamais donné. Les jours suivants, le village entier remarqua le changement. Fernande et Bruno étaient vus ensemble, marchant dans la rue, discutant sur la place, assis côte à côte à l'église, toujours respectueux, toujours discrets, mais clairement ensemble. Les langues allèrent bon train, bien sûr. Spéculation, commérage, opinion, mais Fernande découvrit qu'elle ne s'en souciait plus, qu'il parle. Elle connaissait la vérité. Et si vous êtes impatient de savoir comment cette histoire se termine, restez avec moi car la fin va vous émouvoir. Laurent disparut pendant quelques semaines. Quand il revint, il évitait Fernande comme la peste. Bruno avait gagné cette bataille, mais la guerre dans le cœur de Fernande avait encore ses propres batailles. Parce que faire confiance était un processus, pas une décision unique. Il y avait des jours où elle se surprenait à reculer quand Bruno s'approchait trop vite. Des jours où la peur revenait sans raison. Des jours où les souvenirs d'Auguste étaient plus forts que la voix douce de Bruno. Et tous ces jours-là, Bruno attendait, de nouveau, toujours à attendre, laissant de l'espace, laissant du temps. Il discutait, beaucoup. Assis sur le banc de la place, marchant sur le chemin de terre, sous la véranda de la pension, avec Madame Colette jouant les chaperons discrets. Bruno raconta pour Marine, pour la culpabilité qu'il portait, comment il pensait qu'il ne se pardonnerait jamais d'avoir insisté pour la grossesse même avec les médecins alertant sur les risques. « Ce n'était pas votre faute, » dit Fernande en serrant sa main. Tout comme ce n'était pas la mienne quand Auguste a choisi de me trahir. On ne peut pas porter la culpabilité des mauvais choix des autres, ni des tragédies que l'on ne contrôle pas. Bruno la regarda avec l'expression de quelqu'un qui voyait un miracle. « Vous croyez à ça ?» Fernande réfléchit. « J'apprends à y croire. » Novembre arriva avec des pluies fortes qui lavèrent la terre ocre et faisaient monter la rivière. Ce fut un de ces jours de tempête que tout changea de nouveau. Fernande était à la pension seule, car Madame Colette était partie rendre visite à sa fille dans la ville voisine, quand on frappa à la porte. Elle ouvrit en espérant que ce soit Bruno, mais c'était un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 8 mois, un homme qui apparaissait dans ses pires cauchemars, l'homme qui avait détruit sa vie et qui maintenant était là, sur le pas de la porte, avec un sourire qu'il croyait charmeur, Auguste Ferrand. Fernande resta figée.
Elle ne parvenait pas à bouger, à respirer, à penser. Auguste entra sans y être invité, ôtant son chapeau mouillé par la pluie, regardant autour de lui comme s'il en avait le droit. « Fernande, mon amour, je t'ai enfin retrouvé. Sors d'ici, réussit-elle à dire, la voix sortant rauque. Auguste rit. Quel accueil! Ce n'est pas ainsi qu'on reçoit son fiancé. Ex-fiancé, corrigea-t-elle en trouvant de la force quelque part. Tu n'es rien pour moi. Sors de ma maison. Auguste soupira théâtralement, toujours aussi dramatique. Écoute, je suis venu m'excuser. Je suis venu te récupérer. J'ai réalisé l'erreur que j'ai commise. Fernande faillit rire tant c'était absurde. 8 mois après avoir détruit sa réputation, sa vie, sa capacité à faire confiance, maintenant il voulait s'excuser. Auguste s'approcha. J'étais confus. Juliette m'a séduit. Mais c'est fini. J'ai réalisé que c'est toi que j'aime. Rentre à Lyon avec moi. On se marie, on oublie tout ça, on recommence. Non. Le mot sortit ferme, clair. Jamais. Auguste fronça les sourcils. Ne sois pas bête, Fernande. Tu crois que tu vas trouver mieux ici? Un village perdu, une petite vie? Je peux te donner bien plus. Et alors il dit la partie qui révélait la vérité. En plus, j'ai su que tu avais touché un bel héritage de ta tante Éléonore. Ensemble, on pourrait investir, ouvrir une affaire. Ah, c'était là. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas du repentir. C'était de l'argent. Tante Éléonore était morte 2 mois auparavant et avait laissé un héritage considérable à Fernande. D'une façon ou d'une autre, Auguste l'avait découvert. Et il était venu chercher ce qu'il pensait être à lui. « Tu es répugnant », dit Fernande, la voix tremblant de colère. « Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'avidité. Ça a toujours été pour l'argent. Tu as détruit ma vie pour de l'argent. Et maintenant tu la veux de retour pour de l'argent. » Auguste laissa tomber le masque de charme. « Et alors, tu crois que quelqu'un va vouloir de toi pour de vrai? Avec ton passé, avec les choses qu'on a dites sur toi, je te fais une faveur. Sors d'ici avant que je ne crie, menaça Fernande. Auguste éclata de rire. Et qui va te sauver? Ton petit ami vigneron? Ah, je suis au courant pour lui. J'ai enquêté avant de venir. Un vieux veuf qui t'utilise tant que tu es une nouveauté. Quand il se lassera, il te jettera comme une ordure. Au moins avec moi, tu sais à quoi t'attendre. Tu ne sais rien sur lui, cria Fernande. Rien. Et alors la porte s'ouvrit avec force. Bruno était là, trempé par la pluie, les yeux durs fixés sur Auguste. Il avait tout entendu. Il devait être dehors depuis un moment déjà. « Vous devez être le salaud qui l'a blessé », dit Bruno d'une voix qui glaçait. Auguste l'évalua, essayant de décider s'il avait peur. Il décida de feindre le courage. Et vous devez être le pigeon qui a cru à son histoire. Vous savez qu'elle n'est avec vous que pour l'argent, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle fait. Bruno traversa la pièce en 3 enjambées, attrapa Auguste par le col de sa chemise et le souleva presque du sol. La voix sortit basse, dangereuse. « Répète, répète ce que tu viens de dire sur elle. » Auguste essaya de se dégager, mais Bruno était plus fort, plus âgé, plus furieux. « Je dis juste la vérité. »« Non, » gronda Bruno, « tu mens. Comme tu as menti il y a 8 mois quand tu as répandu qu'elle t'avait trompé. Comme tu as menti quand tu as dit qu'elle était malhonnête. Tu es un lâche qui détruit une femme pour cacher sa propre faiblesse. Et maintenant tu viens ici essayer de détruire de nouveau parce que tu as découvert qu'elle a de l'argent. » Bruno projeta Auguste contre le mur. L'homme cogna avec force, glissa au sol. Il se releva en tremblant. Bruno se tourna vers Fernande, la voix complètement différente, douce. « Vous voulez que j'appelle les gendarmes ou voulez-vous que je le sorte simplement de chez vous ?» Fernande regarda Auguste recroquevillé par terre. L'homme qu'elle avait aimé. L'homme qui avait détruit sa vie. Et elle ne ressentit rien, ni colère, ni rancune, juste de la pitié. Pitié pour un homme si petit qu'il avait besoin de détruire les autres pour se sentir grand. « Je veux qu'il parte, » dit-elle calmement, « et qu'il ne revienne jamais. » Auguste se releva, réajustant ses vêtements mouillés. « Tu vas le regretter. Quand il te jettera, tu vas le regretter. » Fernande secoua la tête.
La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu du temps avec toi. Maintenant, sors. Auguste sortit en marchant lourdement, murmurant des menaces vides. Quand la porte se referma, Fernande sentit ses jambes flageoler de nouveau. Mais cette fois, quand Bruno tendit les bras, elle y alla. Elle alla directement vers eux, enfouit son visage dans sa poitrine mouillée, et pleura. Elle pleura tout ce qu'elle avait retenu. Elle pleura pour la femme qu'elle avait été, pour la femme qu'elle avait perdue, pour la femme qu'elle était en train de devenir. Et Bruno la tint, fort, sûr, murmurant que tout allait bien, qu'elle était en sécurité, qu'il ne laisserait plus jamais personne la blesser. Quand les larmes séchèrent, Fernande leva le visage. Bruno la regardait avec une expression qui fit bondir son cœur. « Vous avez entendu tout ce qu'il a dit ?» demanda-t-elle. « J'ai entendu, et je n'ai pas cru un seul mot. » Fernande toucha son visage, passant ses doigts sur sa barbe naissante. « Vous me connaissez depuis 7 mois. Lui m'a connu pendant des années. Comment savez-vous qu'il a tort ?»« Parce que je vous vois, » répondit Bruno simplement. « Je vois comment vous traitez les enfants. Je vois comment vous êtes gentille avec Madame Colette. Je vois comment vous luttez pour être forte même avec la peur. Je vois qui vous êtes vraiment, et cela n'a rien à voir avec ce que lui ou n'importe quel autre dit. » C'était une déclaration, c'était une croyance, c'était un amour encore sans nom. Fernande sentit le dernier morceau de l'armure tomber. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « J'ai peur de faire confiance et que vous me blessiez. J'ai peur d'aimer et de perdre encore. J'ai peur de croire que c'est réel et de me réveiller et que ce soit un mensonge. » Bruno toucha son visage de sa main large et calleuse. « Moi aussi j'ai peur. J'ai peur de ne pas être assez bien. J'ai peur de porter trop de culpabilité. J'ai peur de vous perdre comme je l'ai perdue, elle. Mais vous savez ce que j'ai réalisé? La peur ne passe pas. On choisit juste de faire confiance malgré elle. » « Alors ayons peur ensemble, » murmura Fernande, « et faisons confiance quand même. » Et alors, elle fit ce qu'elle n'avait pas fait depuis si longtemps que cela semblait faire un siècle. Elle embrassa un homme. Elle embrassa Bruno. Doucement, en testant, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir. Et quand il l'embrassa en retour, avec une infinie gentillesse et un soin qu'elle n'avait jamais ressenti, quelque chose en elle cicatrisa enfin. Pas complètement. Les blessures profondes laissent des cicatrices. Mais cela commença. Le processus de guérison commença pour de vrai. Les semaines suivantes furent une découverte. La découverte de ce que c'était d'être courtisé par un homme qui respectait. Ce que c'était d'avoir des conversations tard dans la nuit sur les rêves, les peurs, le passé, l'avenir. Ce que c'était de se tenir la main, de marcher ensemble, de rire ensemble. Ce que c'était d'embrasser sans peur, de toucher sans tension, de faire confiance sans armure. Le village entier commentait. Fernande Morel et Bruno Allard étaient le couple du moment. Et certains désapprouvaient, disant qu'elle était trop jeune pour lui, qu'elle était arrivée depuis peu, que personne ne savait vraiment d'où elle venait. Mais Bruno s'en fichait, et Fernande apprenait à s'en ficher aussi. Madame Colette était rayonnante. Elle disait qu'elle le savait depuis le premier jour, qu'elle l'avait vu dans la façon dont Bruno regardait, qu'elle l'avait vu dans la façon dont Fernande luttait contre son propre cœur, et qu'elle était heureuse d'avoir été témoin de l'amour vainquant la peur. En décembre, par une nuit chaude de veille de Noël, Bruno emmena Fernande au domaine des vignes. Elle n'y était jamais allée. Le domaine était magnifique, une grande maison blanche provençale, de vastes terrasses, des jardins soignés, des vignes s'étendant à perte de vue. Bruno lui montra tout. Les chevaux, les vignes, la maison, les employés qui le traitaient avec un respect sincère, et puis il l'emmena sur la terrasse arrière, où une table était dressée avec un dîner aux chandelles. Ils mangèrent, discutèrent, rirent, et à la fin, quand la lune fut haute et pleine, Bruno prit sa main et dit « Je sais que c'est tôt, je sais que vous êtes encore en train de guérir, je sais que vous avez peut-être besoin de plus de temps, mais j'ai besoin que vous sachiez que je vous aime. J'aime votre force, votre gentillesse, votre courage.
J'aime comment vous n'avez pas abandonné même quand vous aviez raison d'abandonner. Et si vous me laissez faire, je veux passer le reste de ma vie à vous prouver que l'amour n'a pas besoin de faire mal. » Fernande sentit les larmes aux yeux. Mais c'étaient de bonnes larmes. « Je vous aime aussi, » dit-elle, la voix étranglée. « J'ai peur encore. Je crois que j'aurai toujours un peu peur. Mais je vous aime plus que je n'ai peur. Et cela doit suffire. »« C'est plus que suffisant, » répondit Bruno. Et alors il sortit une petite boîte de sa poche. L'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une bague simple en or avec un petit diamant. « Épousez-moi ? Pas maintenant. Quand vous serez prête. Ça peut être dans 1 mois, 6 mois, 2 ans, sans pression, juste épousez-moi, un jour. » Fernande regarda la bague, l'homme qui avait attendu, la vie qu'il offrait, la chance de recommencer pour de vrai. Et elle dit « Oui, je vous épouse, et je suis prête maintenant, je ne veux plus attendre. J'ai déjà gaspillé trop de temps avec la peur, je veux vivre. » Bruno passa la bague à son doigt avec des mains tremblantes d'émotion. Et il l'embrassa sous la pleine lune de décembre. Et ce fut un baiser de promesses, d'avenir, de guérison partagée. Ils se marièrent en février 1924, une cérémonie simple à l'église de Saint-Vincent-des-Champs. Fernande porta une robe blanche que Madame Colette avait aidé à coudre. Bruno porta un costume neuf qu'il avait commandé à la capitale. Le village entier était là. Même les gens qui avaient colporté des rumeurs vinrent, car il était impossible de ne pas s'émouvoir de l'histoire de ces deux-là. Fernande n'invita personne de Lyon. Cette vie-là était finie. Celle-ci était nouvelle. Mais elle envoya une lettre aux quelques vrais amis qui étaient restés de son côté, racontant qu'elle avait trouvé un homme bon, qu'elle était aimée pour de vrai, qu'elle était heureuse. La vie de femme mariée fut un apprentissage. Fernande continua à faire la classe. Bruno insista pour qu'elle garde sa profession si elle le voulait, et elle le voulait. Ils habitaient à la maison du village pendant la semaine, allaient au domaine les week-ends. Bruno apprit à Fernande à monter à cheval, elle lui apprit à lire de la poésie. Il la faisait rire, elle le faisait rêver à nouveau. Ce ne fut pas parfait. Il y avait des jours où les fantômes revenaient. Des jours où Fernande se réveillait d'un cauchemar sur Auguste et avait besoin de la voix de Bruno pour se rappeler qu'elle était en sécurité. Des jours où Bruno regardait la chambre vide qui serait celle d'un enfant et la culpabilité revenait. Mais ces jours-là, ils se soutenaient, discutaient, guérissaient ensemble. 1 an après le mariage, Fernande découvrit qu'elle était enceinte. La peur fut immense, pour tous les deux. Bruno se souvenait de Marine. Fernande avait peur d'être mère, de ne pas être assez bien, de répéter des schémas. Mais le médecin garantit qu'elle était en bonne santé, que la grossesse se passait bien, et cette fois Bruno n'insista sur rien. Il resta simplement à ses côtés, respectant chaque décision, chaque peur, chaque joie. Leur fille naquit en octobre 1925, par un après-midi doré d'automne. Un accouchement difficile mais sûr, une jolie petite fille aux grands yeux et aux cris forts. Ils l'appelèrent Claire, Claire Allard. Et quand Bruno tint sa fille pour la première fois, il pleura. Il pleura pour celle qu'il avait perdue, pleura pour celle qu'il avait gagnée, pleura pour le pardon qu'il avait enfin réussi à s'accorder. Et maintenant, 2 ans après cet après-midi d'avril où Fernande était arrivée à Saint-Vincent-des-Champs, portant des valises et de la peur, elle était sur la terrasse du domaine des Vignes, la main sur son ventre à nouveau rond, observant Bruno jouer avec Claire dans le jardin. La fillette avait 2 ans maintenant. Elle courait parmi les fleurs en riant, et Bruno courait derrière en faisant un bruit de monstre qui lui arrachait des éclats de rire. Fernande toucha son ventre où grandissait un autre bébé, un garçon cette fois selon le pari du médecin, et sentit une paix profonde. Elle avait traversé la peur. Elle avait choisi de faire confiance. Elle s'était permis d'être aimée. Et elle avait découvert que l'amour véritable ne pressait pas, ne forçait pas, ne blessait pas. L'amour véritable attendait à la porte jusqu'à ce que vous soyez prête à ouvrir. Et quand vous ouvriez, il entrait avec gentillesse, avec respect, avec l'intention de rester. Bruno la regarda à ce moment-là.
Il sourit ce petit sourire qui n'était que pour elle. Et Fernande sourit en retour. Un sourire vrai, libre, guéri. Le sourire d'une femme qui avait fui tous les hommes, mais qui avait cessé de fuir quand elle avait trouvé celui qui méritait d'être trouvé. Et par cet après-midi doré d'octobre, avec sa fille riant dans le jardin, son mari lui souriant, et un autre bébé grandissant en elle, Fernande comprit enfin. Ce n'était pas de la faiblesse d'avoir besoin de quelqu'un. C'était une force de choisir à qui faire confiance. Et elle avait bien choisi. Finalement, elle avait bien choisi. La peur n'était jamais partie complètement, mais maintenant, elle n'était qu'un murmure lointain, pas un cri qui contrôlait. Et chaque fois qu'elle revenait, Bruno était là, il serait toujours là, parce qu'il avait promis d'attendre, et un homme qui attend 6 mois à la porte sans rien réclamer est un homme qui attend toute la vie quand il aime vraiment. Et Bruno aimait. Fernande le savait, elle le voyait dans la façon dont il touchait son ventre avec révérence, dans la façon dont il se réveillait à l'aube quand Claire pleurait, dans la façon dont il la regardait tous les jours, comme s'il ne croyait toujours pas qu'elle était réelle, qu'elle était restée, qu'elle l'avait choisie. L'amour n'avait pas tout guéri, mais il lui avait donné l'outil pour se guérir elle-même, la sécurité pour traiter le passé sans être détruite par lui, l'avenir à construire sans peur qu'il ne soit arraché. Madame Colette avait raison au tout début. Parfois, les meilleures choses de la vie apparaissent justement quand on ne cherche pas. Fernande ne cherchait pas l'amour, elle le fuyait, mais l'amour véritable n'a pas besoin d'être cherché, il a juste besoin d'être reconnu quand il apparaît. Et elle l'avait reconnu, finalement reconnu, et elle fut libre.